la JLC, elle est née exactement le 22 juillet 1992. AJLC signifiant Association Jeunesse Loisirs de Chevroux. Et ensuite venait donc l'activité des enfants en jours fériés. Et on a eu donc cette réflexion de créer cette association. Donc avec Robert Juillet, je me rappelle bien. Suite à une réunion, ils ont décidé qu'il fallait créer quelque chose pour les enfants. Donc Robert, avec François, Gaston, ont décidé de créer une association pour les jeunes qui s'est appelée Association Jeunesse Loisirs de Chevroux. En fait, en tout et pour tout, à Chevroux, il y avait le comité des fêtes qui organisait la fête patronale, des choses comme ça, mais il n'y avait rien effectivement pour les enfants. Alors nous, il se trouvait qu'à l'époque, effectivement, on avait des enfants en bas âge, et donc nous plus d'autres, on trouvait que c'était dommage qu'il n'y ait pas grand-chose. Donc c'était un peu l'idée de départ, effectivement, de lancer une association pour faire en sorte qu'on puisse créer des activités pour s'occuper des enfants. C'est vrai, ça faisait une jolie brochette de bonne volonté pour faire une association. Le premier bureau de la JLC, donc lancé par Robert Juillet, donc il y a eu de mémoire Robert, Serge Lacourtablaise, il y a eu Gaston Burtin, il y a eu Dominique Joubert-Laurencin, je crois Michel Marichy, il y a je sais plus, je crois Christelle Constant, enfin qui s'appelait pas Constant au début, et moi je crois que c'était le bureau, le premier bureau de l'époque, avec le premier président Robert Juillet. Le but de la JLC, c'était donc de mettre en place des activités destinées aux enfants de Chevroux, ces activités étant très très peu chères, quelques francs à l'époque. Et de créer donc pour ça, avoir une ou deux activités qui rapportent un petit peu d'argent à l'association pour justement permettre aux enfants de Chevroux de bénéficier de ces activités. Les premières activités de la JLC ont porté sur des randonnées dans les bois et les prés de Chevroux. Gratuite pour tout le monde, où il y a eu énormément de monde, tout le village, les enfants, tout le monde était là. On a donc ressenti cet engouement justement des parents d'élèves et des enfants qui appréciaient vraiment tout naturellement ces organisations très simples, suivies d'un petit repas bien sûr, qui était toujours le bienvenu. Et les festivités s'enchaînaient comme ça, le bal costumé également, je me rappelle. Mes meilleurs souvenirs à la JLC, c'était à ses débuts les soirées dansantes. On a fait des bals costumés en octobre pour changer de carnaval. Les bals costumés, c'était des soirées à thème. Donc on faisait une soirée repas avec les gens qui se costumaient selon leur goût, selon les thèmes. Donc c'était une super ambiance parce qu'on voyait de tout, des clowns, il y avait toutes sortes, des Indiens, des... Pareil, une innovation de la JLC, puisque les bals costumés, on les a mis en place en octobre. Le carnaval est plutôt au printemps d'habitude. Alors ça, c'est quelque chose qui a bien marché, 4 ou 5 ans, notamment donc avec une soirée mémorable où toute l'équipe de la JLC était déguisée en Schtroumpf. Donc tout le monde se rappelle encore un petit peu, y compris les allergies aux produits bleus. On a passé des soirées entières à coudre des costumes, parce que là, l'association, tous les membres de l'association se sont fait leurs propres costumes. Donc c'était vraiment un régal à passer les soirées entre le chef, tous les schtroumpfs, les schtroumpfettes. Et là, nous, tous les membres de l'association avaient le même costume en schtroumpf. Ça a créé cet engouement et cette passion, cette envie de faire plaisir aux enfants. Et les parents étaient réunis et tout se passait très bien. La commune était même fière de posséder une association comme la JLC. Il y a eu les sorties ski, pas eu énormément, pas toujours facile à organiser. On a emmené les enfants faire du ski de fond, où c'était pas toujours évident, parce que beaucoup de responsabilités. Donc il fallait gérer et les enfants et les parents qui accompagnaient. On a fait plusieurs quarts sur plusieurs années de suite. Il y a eu une anecdote en particulier, c'est qu'au moment on arrêtait, c'était au plan d'automne, au moment où on devait rentrer, donc on devait récupérer les gens vers le bus, vers 16h30, 17h, il manquait une personne, une accompagnatrice qui avait décidé de repartir faire un petit tour. Donc l'anecdote, c'était qu'il a fallu prendre un chemin au hasard, faire une piste au hasard en sens inverse, coup de chance, on a pris la bonne. Bon, alors on les a retrouvés heureusement rapidement, donc ça nous a permis de rentrer un petit peu plus tard. Les parents Chevroux étaient un petit peu inquiets de voir le bus arriver en retard, mais enfin bon, globalement tout s'est bien terminé. Les sorties Macumba, ça a été un grand moment, super. Moi je me suis régalée pour les sorties Macumba, parce que j'aime bien danser.
Et après, effectivement, donc, on a lancé les randonnées nocturnes, qui consistaient bien sûr à des circuits de nuit dans les alentours de Chevroux, avec des petites animations sur le circuit qui étaient assez sympathiques. On a fait aussi des sorties vélo. Je me rappelle que Gaston emmenait les casse-croûtes dans une voiture. On avait fait des pique-niques du côté de la Truchère. Alors les sorties vélo, il y en a eu plusieurs. Ça se faisait en général, si mes souvenirs sont exacts, en juillet, je crois, quelque chose comme ça. En général, c'était assez sympa. On a fait des sorties, on faisait 30 ou 40 km en vélo. Je me souviens, jusqu'au port de Beauce, etc. Alors, petite anecdote, une fois, il y a eu un moment, une espèce de déséquilibre en chaîne des vélos avec quelqu'un qui s'est retrouvé dans un fossé plein d'orties. Donc des petits gags comme ça, donc on en garde des beaux souvenirs. Donc mon meilleur souvenir à la JLC, c'est quand quelqu'un a frappé à ma porte et que là, qu'est-ce que j'ai vu? Anthony qui est venu me voir en me parlant d'un film qu'ils étaient en train de préparer. J'ai entendu parler de cette AJLC et là je me suis dit je vais aller voir Marie-Claude Juillet qui en est la présidente ou en tout cas la responsable de l'époque pour lui expliquer tout ça. Et là c'était qu'une équipe de jeunes qui avaient entre, je sais plus, 14 ans, 15 ans. Et j'étais super contente de voir que des jeunes, ce groupe-là qu'on n'arrivait pas à avoir à notre association, était en train de faire quelque chose. Et là, les yeux se sont écarquillés. J'ai l'impression d'avoir prononcé une formule magique en disant « mais c'est génial, mais évidemment qu'on va vous suivre ». Et là, d'un seul coup, j'ai dit « on fonce, on les aide ». J'ai même pas pris le temps de consulter le bureau parce que je trouvais ça génial. Et c'est mon meilleur souvenir que je peux avoir, c'est le démarrage de toute cette équipe, de créer des spectacles, de créer des événements. Je crois que c'est en février, quelque chose comme ça, où un certain Sébastien Douard et Anthony Joubert-Laurencin sont venus nous voir pour nous proposer effectivement un projet qu'ils avaient sur le thème à l'époque d'une série américaine qui s'appelait X-Files. On a monté un projet qui s'appelle Abduction. Alors comment ce projet est né? C'était lors d'une soirée entre copains où tout naturellement on est venu à discuter d'une série américaine, effectivement, X-Files. En fait, ça remonte à une rencontre que j'ai eue avec Anthony. Je me souviens, c'était un 5 décembre à Chevroux lors d'une soirée anniversaire d'un ami commun où on a discuté de notre passion commune pour la série X-Files. Je dis tiens, effectivement ça peut être sympa, toi tu as une ressemblance avec Mulder, Steph elle a une ressemblance avec Scully. Elle pourrait jouer le rôle de Scully, moi je jouerais bien le rôle de Mulder, lui pourrait jouer tel rôle, etc. etc. Ça peut être rigolo de faire ça, d'essayer de recréer, on va dire, une partie d'épisode d'X-Files une après-midi pour s'amuser. Effectivement, ils avaient l'intention de faire un film amateur, enfin de monter avec les acteurs, leur propre scénario, leur propre décor, etc. De fil en aiguille, il y a un projet qui s'est monté, on a écrit un scénario et finalement on s'est retrouvé avec un projet de film, alors non pas d'une séquence mais d'un film complet d'une 50aine de minutes. On est parti sur un tournage qui allait durer un petit peu et du coup en fait c'est comme ça que j'ai rencontré moi en tout cas la JLC. Donc ils nous ont demandé d'être un petit peu leur structure juridique et si on pouvait leur faire une petite avance. En ce qui concerne le film, je pense que oui, le premier soutien c'était d'abord financier pour les aider à préparer, continuer leur film parce qu'ils avaient des frais. Je crois qu'ils avaient dans le moment engagé 50 francs chacun. On a mis 50 francs chacun. Pour démarrer et on s'apercevait que ça allait être un peu juste quand même. Nous on avait un petit peu de sous en caisse et on voulait absolument capter cette catégorie de jeunes donc le but c'était de les aider. Financièrement on a fait l'avance d'argent. Puisque on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul, c'était pas possible donc il fallait s'adosser un petit peu à une structure juridique pour nous aider moralement et financièrement. Le bureau de la JLC a accepté et je crois que ça a été le point de départ d'un certain nombre d'événements. L'histoire du film, c'est la série américaine X-Files, c'est une série un petit peu surnaturelle avec des personnages du FBI, un personnage côté scientifique qui est justement très scientifique, donc qui croit que à ce qu'elle voit ou ce qui est possible de réaliser grâce à ce qui est sur Terre. Et puis l'autre agent, Mulder, un peu plus farfelu, qui lui croit en une vie extraterrestre. Donc un subtil mélange entre ces deux protagonistes et des histoires qui tournent autour de ces deux personnages. Le tournage à la lagune de Chevroux,
où on avait recréé une scène où il y avait eu 7 fameuses abductions. D'ailleurs le titre était Abduction, personne ne savait ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave. On peut se souvenir de la séquence de tournage du début du film où Virginie a joué le rôle d'un personnage complètement brûlé, où il y a eu plusieurs heures de maquillage et de démaquillage par la suite. C'était Abduction qui se tournait, donc avec plusieurs véhicules prêtés par les parents, les amis. Avec des bouts de ficelle, avec du système D en permanence, on a réussi à faire tout un tas de choses. Avec le soutien de beaucoup de personnes, que ce soit matériel, que ce soit en figuration, que ce soit en préparation de repas. Et je me souviens notamment, j'habitais à Lyon à cette époque, d'avoir emmené Anthony acheter des cagoules et des gilets pare-balles, enfin pas pare-balles, mais des gilets de camouflage dans un stock américain sur les quais de Lyon. Et l'anecdote du directeur du stock américain, ça a été de dire il n'y a plus qu'à regarder les pages de journaux du lendemain, quoi, pour les faits divers. Il a aussi parlé de ces longs tournages avec les voitures qu'on maquillait en voitures de FBI, sur lesquelles on installait des gyrophares qui étaient branchés sur le secteur, qui ne fonctionnaient pas sur batterie, donc on tirait des rallonges de câbles jusque dans le coffre des voitures, puis un dérouleur qui courait le long de la voiture pendant le tournage. Donc il y avait quelqu'un qui courait avec les fils derrière les voitures pour pas tout arracher. Les maquillages des véhicules, du camion frigo, en ambulance anti-radioactive, où les habitants se sont demandé ce qui se passait dans les cours de Chevroux quand ils voyaient passer ce camion, la police, l'intervention effectivement chez Gaston. Le grenier chez les grands-parents d'Anthony, on a eu des tournages avec Alexis dans la chambre froide d'artisans locaux. Il était torse nu en caleçon dans cette chambre froide pendant que nous on était avec nos doudounes derrière la caméra. Bon, il y a des dizaines d'anecdotes comme ça, un décor qu'on a remonté dans le local de la JLC, où on est allé couper des arbres en forêt, on a emmené dans ma 205 et puis on a essayer de replanter dans le sol du local à la JLC, enfin c'est voilà, plein d'anecdotes. Ça, ce sont des anecdotes particulièrement intéressantes techniquement, mais je dirais que ce qu'on a vécu avec les copains pendant 3 ans, c'est assez unique et exceptionnel à ce niveau-là, puisque on avait entre 16 et 18 ans, on a passé 3 ans quasiment ensemble, à rigoler, à concevoir techniquement les scènes. Je dirais que le fait que tout le monde se soit agglutiné, aggloméré autour de ce projet, ça montrait bien aussi la teneur du groupe d'amis à laquelle on appartenait. Et moi, ça m'a beaucoup touché tout ça, le fait qu'on dise un truc et qu'on dise « oh bah oui, ok, pas de problème, on y va, on le suit ». Et ça, c'est particulièrement touchant. Donc si j'ai des choses à retenir, c'est ça. En plus de tout le côté amusement, ce que je retiendrai, c'est l'apprentissage de la vidéo et cette formidable cohésion de groupe que ce projet a pu générer par rapport à tous les amis. Depuis des années, le monde a vu la réalité déformée, les faits manipulés et la vérité dissimulée. Mais cette histoire dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer, parce que personne n'avait pu en avoir une vue d'ensemble. Jusqu'à maintenant. Cultiver le passé. Profitez du présent, car la vérité sera bientôt ici. On a présenté le film devant le grand public, alors essentiellement amis et famille, puisqu'on a eu un nombre de personnes très conséquent qui a participé à tout ça de près ou de loin, soit par le prêt de matériel, soit par de la figuration et autres. Effectivement, je dirais que c'était un petit peu le premier événement de la JLC, puisqu'effectivement les jeunes qui avaient mis le film avaient voulu faire une soirée un petit peu style FBI, entre guillemets, pour rester sur le ton, donc effectivement avec des gardes du corps, etc. Alors ce qui m'a le plus surpris lors de cette soirée, ça a été le fait que des jeunes adolescents n'aient que l'idée de faire ça déjà. C'est impressionnant d'avoir un esprit aussi créatif.
Et puis après, les gens, quand ils arrivaient dans la salle de projection, là encore, chose inédite dans la salle des fêtes de Chevroux, on avait installé des lyres aux quatre coins de la salle, et pendant le film, on faisait tourner les projecteurs de lumière, un petit peu comme un cinéma 4D finalement, où en plus d'avoir une projection du film et le son évidemment, il y avait aussi des lumières en même temps dans le film, donc d'autres sensations en plus. Ça a été une soirée très réussie, on a eu énormément de monde. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues voir, parce que bon, c'était quand même des jeunes du village. Donc je pense que ça intéressait tout le monde de voir ce qu'ils avaient fait. En plus, je pense que les gens de la commune de Chevroux étaient un petit peu mêlés à tout ça, puisqu'ils ont participé avec du prêt de véhicules, des locaux, des tracteurs, des choses comme ça. Donc cette soirée, c'était une vraie fête. C'était extraordinaire. La diffusion du film a été extraordinaire et il y a eu une réussite totale. Et c'était le début d'une grande aventure. Avec Atama, oui, c'est devenu un petit peu en parallèle par rapport à Abduction, puisqu'ils étaient là pour la musique. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu lointain, mais ce que je me souviens, c'est qu'ils se lançaient aussi. C'était aussi des jeunes. Ils avaient besoin d'un coup de pouce, donc on les a aidés à monter leur clip. Intervention, c'est venu après le film d'Abduction. En retour d'ascenseur donc pour le groupe Atama, qui nous avait composé gracieusement 2 musiques pour notre film, ce qui habillait grandement le film. Nous on leur a dit, voilà, on est prêt à vous réaliser un clip sur la musique d'intervention. On écrit le scénario, on vous le propose, on travaille ensemble dessus, on s'occupe des figurants, du matériel, on vous intègre dans le tournage du clip, et voilà, comme ça vous aurez, en plus d'avoir votre maquette, vous aurez un support visuel vraiment pour montrer quelque chose. Je suis débarqué donc dans ce lieu de tournage impressionnant, sans rien y connaître, sans connaître plus les uns et les autres, à part Anthony d'ailleurs. Et j'ai vu toute la technique qui avait été mise en place, donc les voitures, les costumes, les flingues, le groupe, la pelle mécanique, enfin bon, il y avait énormément de choses. Et puis le travelling maison, enfin plein de petits détails techniques pour la caméra. Ça a été le point de départ des futurs tournages dans tous les sens. Voilà. Et les cascades, les armes à feu factices, bien sûr. Le lieu du tournage, tout ça, c'était presque irréel. On a rencontré l'habitant le plus proche de ce site, un vieux monsieur très sympathique qui nous a acceptés sur son terrain. On a pu monter une tente, on est resté tout le week-end sur son terrain. Une tente où on a accueilli tous nos bénévoles, tous les figurants. Et c'était un tournage, comment dirais-je, assez endurant. On a travaillé vraiment d'arrache-pied, bien avant évidemment la préparation, mais durant tout le week-end, ça a été un très très gros travail et le résultat était là, était au rendez-vous, c'était vraiment bien. On commençait à monter un cran au niveau production vidéo, on était vraiment à fond dedans, on adorait ça, et très vite on s'est senti un peu frustré au niveau du matériel. Donc on voyait tout ce qui se passait effectivement dans le milieu professionnel et on se dit il faut qu'on se dote de matériel plus performant. Donc là encore, le groupe d'amis se met en place, la JLC qui nous suit financièrement, et donc on construit notre propre travelling, parce que dans la conception du clip, on ne voulait pas se limiter à la technique justement, donc on dit voilà, on veut faire ça dans le clip, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? On n'a pas les moyens, on va le fabriquer. Donc on a des amis suffisamment barrés pour nous dessiner, nous faire des plans, pour nous construire le matériel. Donc à chaque fois on a eu cette émulation de bonne volonté autour des projets qui est touchante et à la fois indispensable si on veut arriver à faire des choses à notre niveau. Donc ensuite vient l'époque de la légende d'Azragor. Alors la légende d'Azragor, c'est ce qui, à mon sens, reste le plus dans les mémoires du canton. La légende d'Azragor a été un tournant dans l'ampleur effectivement des projets qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. C'est la même équipe de jeunes qui a créé le film, qui a voulu aller plus loin, qui a voulu créer quelque chose à une dimension beaucoup plus importante, mais surtout au niveau cantonal. C'est vraiment le grand événement, le premier grand événement de la JLC. De créer un événement vraiment spectaculaire, permettant à un large public en même temps de découvrir tout le canton de Pont-de-Vaux avec ses 12 communes et plus particulièrement son patrimoine historique et culturel.
Alors là, comment est née la légende d'Azragor? Elle est née d'une discussion avec Anthony. On était chez lui à Saint-Trivier et je lui ai confié vouloir faire un grand feu d'artifice parce que à Sonnecey-le-Grand, il y en avait un qui se passait effectivement au pied de l'église. Et depuis plusieurs années, je voyais ce feu d'artifice qui était grandiose et l'idée m'en a pris de le faire à Chevroux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça pour faire un grand spectacle. Et c'est vrai que les idées sont venues au fur et à mesure. On est parti sur l'idée d'une chasse au trésor, toute simple, et puis on se mettait à rêver, à faire un village médiéval grandiose, des choses comme ça. Et on s'est mis à lancer des idées, comme ça, en brainstorming, sans aucune limite. On est parti dans des grands délires. Au final, on a sélectionné tout ce qui paraissait réalisable, et on a créé ce concept de chasse au trésor à travers tout le canton. Donc là, ils ont eu l'idée de mettre en place une chasse au trésor, avec des participants, des chasseurs donc, qui pendant tout le mois d'été, tout le mois d'août, allaient sillonner les 12 communes du canton pour résoudre des énigmes, à la fin gagner un trésor, qui représentait quand même 3 000 €, et puis lequel trésor serait remis lors d'un grand week-end de clôture, qui ferait office de grande fête médiévale, de remise du prix pour l'équipe gagnante, et en même temps de spectacles pyrosymphoniques sur la commune de Chevroux. Dans ce concept Azragor et dans la chasse au trésor, il y avait 135 participants, 25 équipes qui voulaient gagner le trésor d'Azragor, qui était à l'époque de 3 000 €, donc une fortune, tout en pièces de 50 centimes, enfin on avait fait les choses bien. Les équipes étaient créées, donc pour lancer cette chasse au trésor, il fallait effectivement leur exposer le concept, leur présenter cette légende d'Azragor qu'on a écrite de toutes pièces avec David. Alors la soirée de lancement, elle était faite pour présenter toute cette légende. On avait organisé toute une série d'épreuves un petit peu à la Interville, entre Interville et Fort Boyard, on va dire. Pour gagner ou perdre des points, d'avoir des points d'avance ou des points de retard, des handicaps, pour avoir quelques indices éventuellement pour les différentes énigmes. On invente peu finalement, on s'inspire beaucoup de choses existantes et on agglomère des petites idées comme ça pour en faire un concept. C'était très particulier, ça s'est fait à la salle des sports de Pont-de-Vaux. On était toute notre petite équipe à préparer tout ça. Et en maître de cérémonie en quelque sorte, Anthony et moi, costumés pour les mettre dans l'ambiance de la légende d'Azragor et leur expliquer ce que c'est. Alors pendant la soirée de lancement, moi j'étais en figurante un petit peu active on va dire, puisque j'étais sur scène. Et puis je devais m'occuper du matériel pour faire les différentes épreuves pendant cette soirée de lancement. Et puis après j'ai participé au montage, comme souvent. Alors le week-end de clôture, ça a été le premier très gros événement qu'on a organisé. Tout le montage, alors là c'était la première expérience de montage réel de spectacle et de village, on va dire avec une grosse logistique, donc des échafaudages pour faire un mur de château fort. Tout de suite, une ébauche de dessin nous a permis d'élaborer une muraille le long d'une muraille fictive, le long de la route sinueuse en bordure d'église. Et tout de suite, j'ai pensé à un décor qui pouvait être réalisé avec des échafaudages de chantier. Alors, le souhait d'installer comme une fausse muraille devant l'église, une idée complètement folle. Et puis finalement, avec les contacts de Dominique et la société Layer, de la location d'échafaudage, tout simplement. Je dis tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît presque anecdotique, mais il est venu, il a fait ses repérages, il a fait ses plans, il a trouvé son équipe, il a installé son échafaudage, et le résultat était complètement bluffant. Effectivement, on serait cru devant la cité Carcassonne. Alors évidemment, c'était beaucoup de travail, des repérages, des plans, et puis de la négociation avec des prestataires. J'ai tout simplement contacté la société qui faisait le spectacle à Sonnecey-le-Grand. Donc on a rencontré Patrick et Michel Beaujard, qui étaient le représentant de la société La Croix-Ruggieri dans la région. On leur a expliqué le projet, et de la même manière que nous, les yeux se sont mis à pétiller.
c'est Patrick, qu'on a rencontré à cette époque, une magnifique rencontre avec Patrick, et puis des bénévoles toujours plus nombreux. Alors, le noyau dur de la GLC, évidemment, 8-10 personnes, mais durant cette semaine d'installation et plus particulièrement pendant le week-end, 50, 80, 100 bénévoles sur le site, et c'est quelque chose, une émulsion assez impressionnante. Tout cet engagement d'eux-mêmes, mais des bénévoles, des créateurs de la JLC, il a explosé dans le feu d'artifice. De toute ma présence à la JLC, de tout ce que j'ai vécu à la JLC, c'est le spectacle qui m'a le plus marqué, la légende d'Azragor, puisque c'est l'un des premiers vraiment gros événements qu'on a organisé, et du coup il a une saveur particulière, avec une séquence, une montée en puissance tout au long du spectacle. C'est un spectacle déjà jamais vu dans la région, un tel spectacle, d'une durée aussi importante, et avec autant de moyens mis en place sur une si petite commune finalement, avec un bouquet final absolument exceptionnel. Ce qui m'a paru le plus exceptionnel, c'est effectivement le fait qu'on ait pu faire croire que l'église était en feu dans le feu d'artifice. Ça, c'était quelque chose, je crois, d'assez exceptionnel pour le... Et nous, organisateurs, on était vraiment au premier plan, même dans la zone de sécurité du feu d'artifice, et très clairement, ça nous a pris aux tripes tous. On a tous pleuré en regardant ce feu d'artifice. C'était absolument énorme. Effectivement, on était tous en train de pleurer sous ce déluge de feu, qui était tout simplement sublime. Voilà, c'était magnifique. Quelque chose de gigantesque, quelque chose qui marque à vie. Des étoiles plein les yeux. Avec une musique que j'ai en tête en permanence, et c'est vraiment le meilleur moment pour moi du spectacle. Je ne sais même pas si j'ai un mot pour expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je crois qu'on avait tous les yeux braqués sur le ciel, avec des hauts ou des A extraordinaires, mais c'est même indéfinissable, je crois. Tout ça en fait que cette fête à Azragor était un véritable succès médiatique, et je connais énormément de personnes qui n'ont pas pu accéder du fait que les routes étaient déjà fermées. Alors, au niveau de la fréquentation, on ne savait pas trop finalement où on allait, puisque bon voilà, on fait un événement, mais c'est le premier grand événement. J'ai le souvenir du monde qui est arrivé de partout. De partout. Il y en arrivait par les champs, il y en arrivait par la route. Il y avait les gendarmes qui faisaient la circulation, tout était complet, les parkings, les voitures. On n'avait jamais vu autant de monde à Chevroux. Le plus hallucinant sur ce village, ça a été le nombre de participants, le nombre d'entrées. On n'avait jamais vu autant de monde sur la commune, au point même que la sécurité, les gendarmes devaient freiner les entrées pour incapacité d'accueillir tout ce monde. Et là, on s'est retrouvé complètement débordé par la fréquentation. Le site était plein, et 3000 personnes sur le site. On ne pouvait plus faire rentrer personne. Les gendarmes, pour des raisons de sécurité, avaient coupé les routes. On a entendu après le spectacle, finalement, on ne savait pas avant, mais qu'il y a eu des bouchons depuis Bâgé jusqu'à Chevroux d'un côté et de Pont-de-Vaux à Chevroux de l'autre côté. C'était la folie de partout. Des gens qui regardaient depuis chez eux, sur les environs. Assez rapidement submergé finalement par la fréquentation, mais pour le bonheur de tout le monde, voilà, ça c'est sûr. Si le site avait été plus grand, on aurait pu accueillir beaucoup plus de monde, c'est évident. On peut être que fier de soi-même, tout simplement. Avec un peu de recul, on se dit qu'on était fous à l'époque. Voilà, on a eu
cette idée de grand spectacle, de grande fête médiévale. Je dirais que l'ambiance sur le site était assez surnaturelle. C'était juste bien. C'était juste des moments de bonheur, de joie. Tout le monde, le public, les bénévoles, les organisateurs, les médiévistes, étaient dans une espèce de phase bienfaisante où tout le monde avait... Le temps s'était arrêté et tout le monde passait un excellent moment. C'était que du bonheur. Que du bonheur. Le succès de la légende d'Azragor nous avait galvanisés. Vraiment, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Chronique, c'est quelque chose de surréaliste. Donc il fallait trouver un spectacle d'envergure par rapport à ce château d'eau. Gigantesque. Une idée d'Anthony, comme d'habitude. Créer un événement, mais pour fêter les 50 ans du château d'eau de Chevroux. Et il fallait faire quelque chose d'assez grand, d'énorme. Et on a fait quelque chose d'énorme. Et puis il y avait cette idée de dire faire encore plus grand. Et un peu fou. Quelque chose d'assez exceptionnel, je veux dire, pour la région. Grandiose, stupéfiant, extraordinaire, hallucinant. Une expérience extraordinaire à vivre. Je dirais très clairement que c'était une parenthèse dans le temps, ce qui colle parfaitement avec le scénario de Chronique. Anthony m'a parlé de ce projet. Il me dit on va remettre ça, la légende d'Azragor a bien marché, on va refaire un spectacle, mais puissance 10. Chérie FM présente Chronique, organisée par l'association Jeunesse et Loisirs de Chevroux. C'est parti pour 1h30 d'un show hors norme à la découverte de l'histoire de notre planète. Et puis quelques images d'un show à l'américaine en plein champ dans l'Ain. C'était hier soir à Chevroux, petit village de 900 habitants qui a accueilli le plus grand spectacle son et lumière de la région devant 6000 spectateurs. Chevroux dans l'Ain, un petit village de 850 habitants. Et... fontaine dansante, 2 tonnes de feux d'artifice, de quoi en mettre plein la vue aux spectateurs. Magnifique, absolument merveilleux. Alors l'origine de Chronique, elle remonte à assez loin, puisque donc j'habitais à Chevroux depuis tout petit, non loin du château d'eau. Et depuis ma fenêtre de chambre, des soirs, je m'amusais avec une lampe torche à éclairer ce château d'eau. Je vois, il était blanc, ça me fait rire. Et je ne sais pas si j'avais déjà cette fibre de création ou de grands spectacles, mais je m'étais toujours dit, un jour, je ferai quelque chose avec ce château d'eau. Mais en fait, je me souviens que déjà avant la légende d'Azragor, je me revoyais chez Anthony, quand il habitait à Chevroux, dans son jardin avec sa lampe torche, éclairer le château d'eau comme ça, puis dire, un jour, je ferai quelque chose avec ce château d'eau. Et finalement, l'idée a germé. Je ne sais pas depuis quand dans sa tête, mais après la légende d'Azragor, on a commencé à parler un peu plus sérieusement de ce château d'eau qui devait fêter en 2008 ses 50 ans d'existence. Et là, il a dit il faut absolument faire notre prochain spectacle avec ce château d'eau. Anthony, Sébastien ont donc misé sur le fait que des spectacles, des shows à l'américaine pouvaient se réaliser également dans les campagnes et non pas dans les villes ou les capitales, mais pouvaient très bien se réaliser dans les campagnes. Et j'ai trouvé que ce défi était d'une insolence magistrale, et pourquoi pas. J'avais comme leitmotiv d'apporter aux gens de nos campagnes des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc je me suis dit, si vous ne pouvez pas aller au spectacle, le spectacle doit venir à vous. Et j'avais vraiment à cœur de faire partager, de faire vivre des expériences assez extraordinaires aux gens de mon village, qui est Chevroux. Donc ce château d'eau, plus effectivement cette expérience, cette envie de partager, ont donné naissance à Chronique. C'est-à-dire qu'on voulait amener quelque part le Puy du Fou au Chevroutis. C'était un peu l'idée de base. Il y a eu une longue phase d'écriture, avec là encore surtout Anthony et puis avec David.
Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on a une idée de spectacle? Beaucoup de gens me demandent mais comment tu fais, enfin comment on fait parce que avoir l'idée c'est une chose, mais après les capacités à les mettre en œuvre en sont une autre. On s'entoure de l'équipe, toujours la JLC, l'équipe de fous ou de cinglés, je ne sais pas comment on peut les qualifier, mais en tout cas l'équipe. Première étape, c'est l'écriture du spectacle. Donc là, encore aidé par mon fidèle acolyte, scénariste David. Rien que le pitch de Chronique, c'est-à-dire de parler de la création de l'univers jusqu'à nos jours, c'est hyper intéressant. 10 paliers temporels de la création de l'univers en passant par la préhistoire, avant les dinosaures, les grands événements mondiaux, les grandes découvertes, jusqu'à aujourd'hui. On s'est entouré aussi d'un expert du GIEC, du groupement interministériel sur les études climatiques, qui nous a validé le scénario à Paris, parce qu'on ne savait pas de quoi on parlait, mais on était jusqu'à faire des visites au CERN à Genève pour aller demander des renseignements sur la création de l'univers. Enfin, scientifiquement, le discours était rodé. On a contacté la Croix-Ruggieri, mais directement la division Grand Spectacle à Toulouse, où là Anthony est allé rencontrer Thierry Leprêtre pour lui parler du spectacle. Il a fait exactement la même chose avec la Société Aquatique Show et Olivier Jacob. Et les deux personnages qui étaient, on va dire, les deux piliers quasiment au niveau des prestataires techniques, ont adhéré immédiatement au projet. Et puis le troisième qui est arrivé très vite, c'est Crime avec la société Audio-Technique pour tout l'apport du matériel, des échafaudages, des lumières, du son. Et avec ces trois-là, on avait vraiment les fondations de Chronique sur l'aspect purement technique. Pour revenir sur le spectacle, il est composé de 4 éléments. De la pyrotechnie encore, alors là dans une ampleur jamais égalée dans toute la région, entouré des équipes de la Croix-Ruggieri qui ont adhéré au spectacle aussi de manière exemplaire. Les effets aquatiques, avec la fontaine, mais le rideau d'eau aussi, qui était grand comme un terrain de tennis, un écran d'eau grand comme un terrain de tennis qu'il a fallu monter. Les danseurs, la rencontre avec Jean-Luc Abel, toute son équipe, Seb, Sandra, aux chorégraphies, la lumière et le son. Et voilà, ça a été les composantes essentielles du spectacle pour mettre en lumière et mettre en œuvre physiquement le scénario qu'on avait pu écrire avec David. Le tout mêlé, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. On avait différents tableaux dans le spectacle, par moment que des fontaines, par moment que de la pyro, par moment que de la danse, par moment que du film. Et à la fin du film, au moment du bouquet final, tout mêlé en même temps, c'était juste amazing, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Le processus de production d'un tel projet est assez complexe. C'est là où, en tant que chef de projet, il faut bien mener sa barque, puisqu'il y a tellement d'acteurs et d'intervenants qui participent à la conception du projet. Il faut que tout s'articule et tout se goupille bien. Il a fallu concevoir en parallèle le film, le tournage, qui allait composer la narration du spectacle le soir même, les danses avec Jean-Luc Abel, la création des chorégraphies, en parallèle la création des chorégraphies aquatiques et en parallèle la création du spectacle pyrotechnique. Tout ça en parallèle aussi de l'enregistrement de la voix off de Gaïa, qu'on a trouvé en la personne de Christina, où là c'était aussi un grand moment d'enregistrement et puis sa voix avec un accent un peu américain était parfait pour ça. Nous pouvons sauvegarder l'environnement pour nos enfants et nous Nous pouvons sauvegarder l'environnement pour nos enfants et nos petits-enfants sans effort démesuré. Il suffit de mobiliser nos capacités vers cet objectif. Moi j'ai trouvé ça génial, on a rencontré des tas de gens, on a assisté au tournage, on a participé au tournage, on a reçu des gens de Paris, des gens de la télé, on a reçu des gens de tout horizon que j'aurais jamais pensé côtoyer un jour. Le tournage du film à Nice et Forcité était particulièrement intéressant puisque là on a déployé une grosse logistique, une grosse technique cinématographique. Donc c'est pareil, on touchait du doigt aussi un rêve de participer à un vrai tournage. Constance Productions a été un vrai partenaire là-dessus aussi, qui a fait intervenir toutes ces équipes professionnelles pour mettre en œuvre ces 3 séances de tournage à Nice et Forcité. Les premières avec le capitaine Scott, le narrateur, le capitaine de cette mission spatiale qui allait nous faire découvrir l'histoire de notre planète. Ça a été des moments extraordinaires de participer à un tournage.
On était vraiment dans la peau de l'acteur. Le tournage s'est fait sur plusieurs jours à Chalon-sur-Saône. En fait, j'ai découvert le fond vert ce jour-là. Je ne savais pas trop à quoi ça servait, pourquoi, ils sont bizarres, ils tournent sur un fond vert. On a vite compris après effectivement pourquoi. Et même maintenant, quand on regarde des films, on dit oh, il y a dû avoir un fond vert. Pas mal de systèmes D, hein, notamment sur le siège du pilote, enfin sur énormément de choses. Du système D dans tous les sens pour arriver à minimiser les coûts, bien sûr, de production. Donc ça doit être un des films, voire le film le moins cher de l'histoire du cinéma. Parce qu'on s'est débrouillé pour faire quelque chose de nos mains et ne pas le faire sous-traiter. L'installation d'un tel spectacle, il faut bien se rendre compte que c'est le résultat de 2 ans de préparation, de réflexion, de penser au moindre détail, le moindre piquet qui a été posé par les équipes techniques, échafaudage, au terrassement, à la longueur des barrières. Si on a bien travaillé pendant 2 ans, c'est maintenant que ça se voit, au début de l'installation. Et je dirais qu'avec la conception et le montage, ce sont les 2 parties les plus excitantes d'un projet parce qu'on est dans la concrétisation d'une réflexion, on passe de l'imagination à la réalité. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. On a imaginé des concepts, on a fait des simulations en images de synthèse, des graphiques, des dessins, le château d'eau au milieu, le rideau d'eau, les fontaines sur le côté. Tout ça c'est bien, mais quand la réalité arrive, c'est encore mieux. C'est là où je dirais que tout devient clair. Et c'est une des grandes satisfactions d'organiser des spectacles, c'est quand on passe de l'imaginaire à la réalité. La chronique était très clairement une parenthèse dans un lieu totalement modifié, donc plus aucun repère autour de nous. Si je peux revenir sur une anecdote particulièrement dure, c'est effectivement que 5 minutes avant le lancement du spectacle, il n'y a rien de marché. À un moment, j'ai croisé le regard d'Anthony, de Sébastien. Il y avait un incident, rien ne marchait. Le public était là. Suspense maximum. Avec des merdes, ça marche pas. Voilà, donc on a des gros soucis de vidéo. On est à 1h30 du spectacle et il y a du monde. Donc bon, j'espère que tout va bien se passer. C'est un nouveau contretemps, un nouveau stress, donc bon, je me serais bien passé de ça parce que du coup je peux pas trop me concentrer sur le spectacle. Donc, mais bon, ça va bien se passer. Un bug général sur la régie de lancement du film et de la vidéoprojection qui nous mettait dans l'incapacité totale de lancer le spectacle. S'il y avait un truc qui ne devait pas tomber en rade, c'était bien celui-là. Et là, encore une fois, bon, la sérénité des équipes, le professionnalisme des équipes techniques, il y a peut-être bien 15 personnes qui s'affairaient autour de ce problème technique, ont fait que, à 20 minutes près, on a pu lancer ce fameux spectacle. Comment est-ce que j'ai vécu le spectacle ? Ben, en fait, je ne l'ai pas vécu. Ou plutôt si, je l'ai vécu, mais d'une manière assez particulière, puisque j'étais le seul à connaître précisément les top départs de chaque élément du spectacle, la pyrotechnie, les fontaines aquatiques, les lumières et les danseurs. Donc j'étais à la régie principale, à côté des équipes vidéo de Constance Productions, à côté de l'artificier, à côté de la personne qui pilotait les fontaines aquatiques, tous reliés par casque, et pendant 1h30, j'ai été au top départ de l'ensemble des éléments du spectacle. Extrêmement prenant, très fatigant physiquement et psychiquement, puisque toutes les 10 ou 15 secondes, attention, top lumière rose, top feu d'artifice, top fontaine aquatique, les grandes, les petites, la couleur bleue, la couleur violette, la couleur rose, top départ des danseurs, attention, top, on éteint l'écran, on passe en pyrotechnie derrière, enfin vraiment tout ça pendant 1h30, très fatigant psychiquement. Je me souviens d'un moment particulier où j'ai levé les yeux
C'était la séquence Camuro, avec les éventails dorés et le château d'eau en rose. Et je me suis dit, waouh! Je pense que aussi bien sur c'est une grosse expérience humaine surtout. Voilà, on était au plus fort de la manifestation 200 bénévoles sur le site et il y avait quelque chose qui est difficilement descriptible et que même aujourd'hui j'ai du mal encore à expliquer. C'est vraiment des sentiments, quelque chose qui vous prend là au fond du ventre et voilà, il faut le vivre pour le sentir. Parce que je pense que ce qu'on a fait, je pense pas que quelqu'un le refasse. Une petite association puisse faire une chose aussi grand, aussi beau et aussi magique. Toute la semaine, tout le monde était mobilisé. Les semis arrivaient sur la commune de Chevroux. On n'avait jamais vu autant de camions énormes. Des semis à la queue leu-leu sur une route départementale. Et puis petit à petit, le premier camion de matériel est arrivé, puis le deuxième, puis le troisième, puis les autres jours d'autres camions. Et finalement des allers-retours incessants de semi-remorques pour au global avoir plus de 20 semi-remorques de matériel sur le site. Le chantier a absolument été énorme. Si je me souviens bien, le montage a dû durer à peu près une grosse semaine, sans compter le terrassement. Un chantier absolument énorme, énormément de fatigue. Ça a commencé par du terrassement déjà, commencé par des bulldozers, il fallait niveler l'endroit où allait se trouver la scène et tout le portique, je ne sais plus combien de semi-remorques qui sont arrivés pour installer, tout le monde venait voir cette installation, on était presque sur une scène à la Johnny Hallyday, je ne sais plus combien, une scène de 200-300 mètres carrés, un portique immense. Quelque chose d'impressionnant, sans compter les curieux. Les voitures qui s'arrêtaient, qui regardaient, qui se demandaient ce qui allait se passer. La grue qui était installée également derrière le château d'eau pour donner l'effet spéciaux au feu d'artifice. 3000 chaises, je ne sais plus combien, c'était quelque chose d'assez impressionnant. À déployer, que ce soit une scène, que ce soit des échafaudages. Alors les échafaudages, ça a été un montage particulier, très technique, donc fait uniquement par des bénévoles sous la houlette de Dominique. Et ça s'est finalement et heureusement très très bien passé. Les fontaines qui étaient à l'exposition universelle de Shanghai, de penser qu'ils étaient là. Et puis également l'écran avec les danseurs. C'était impensable, c'était merveilleux. Avec l'aide de nos amis bénévoles pompiers de Chevroux, on a eu l'installation de 3000 chaises sur le site qui sont venues spécialement par conteneur maritime depuis la Chine. On a des kilomètres et des kilomètres de barrières installées puisque c'est une manifestation avec une entrée payante, donc il fallait clôturer le site. Il fallait réaliser des accès de route, réaliser des accès pour les secours au cas où, faire intervenir des sociétés de gardiennage. Là, je peux dire aussi un grand bravo à l'équipe de jeunes, mais à leurs familles, à tous leurs amis et tout qui sont venus nous prêter main forte à chaque fois qu'on a eu une manifestation. Ils ont toujours été présents, toujours. Et on voyait tellement d'engouement de la part de tous ces bénévoles qui couraient dans tous les sens, qui s'affairaient justement à leurs tâches respectives et leurs qualifications professionnelles. On sentait qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. C'était quelque chose de... J'en ai encore les frissons.
Et malheureusement, la température est tombée à 9 degrés en soirée. Donc c'est vrai qu'on a eu très froid. Ça, c'est un souvenir que tout le monde aura. On a eu très très froid. La météo qui change et finalement tout bascule. C'est pas ce à quoi on s'attendait, mais c'est malheureusement quelque chose qu'on ne pouvait pas maîtriser, pour le coup, un problème simplement climatique. Mais le résultat, voilà, on a fait un déficit énorme, monstre. Alors en tant que trésorier, effectivement, on n'a pas équilibré, c'est le moins qu'on puisse dire. Après ce résultat financier déficitaire, la JLC a été on ne peut plus responsable. On avait deux solutions. Déclarer l'association en faillite et on n'en parlait plus d'un point de vue juridique, ou alors on assumait. Et sur l'aspect technique, tout s'est bien passé, malheureusement financièrement, voilà, c'est décevant effectivement. On n'a pas eu de bol, c'est la seule manifestation où on a eu un temps vraiment pourri. On a tous décidé ensemble d'assumer. On est un petit peu abattu après tout ça, parce que quand on voit un tel résultat, le public était si content, si heureux, si satisfait, et tous les moyens qu'on a pu mettre pour finalement se rendre compte, quasiment dès le soir même, puisque dès la fin du spectacle, on a pu à peu près avoir une idée du nombre d'entrées. On a tout de suite vu que financièrement ça n'allait pas boucler, et de beaucoup, on est évidemment abattu. Abattu puisque déjà on est très fatigué de tout ce qu'on a fait, mais abattu puisque on se dit bon voilà, on va au-delà de certains problèmes qu'il va falloir résoudre. La plupart auraient, c'est simple, choisi la dissolution de l'association. On a commencé par rencontrer nos partenaires institutionnels. Un rendez-vous avec la communauté de communes de Pont-de-Vaux et de son président Rigy Hermin, et de la commune, Dominique Savot, son maire, qui nous ont dit bon, voilà, 65 000 €, on est prêt à vous aider. Alors évidemment, on ne peut pas rembourser pour vous le déficit. Par contre, on peut vous aider à obtenir un prêt bancaire pour payer en premier lieu vos prestataires. La majeure partie des prestataires, pour ne pas dire tous, ont vraiment participé, ont encore fait un effort sur les factures qui nous avaient établies. Et puis non, on n'a pas baissé les bras, on a rebondi. Et puis la dernière étape, c'était les membres du bureau qui ont personnellement injecté près de 15 000 € de cash dans l'association, à savoir que ça représente 8 personnes. Donc c'est quand même assez énorme. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent dire qu'elles ont fait ça un jour pour sauver leur association. Les membres de la JLC, ils ont été responsables. Ils ont voulu payer tous les prestataires et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il fallait bien faire quelque chose puisqu'on avait décidé de se serrer les coudes, d'être tous solidaires au niveau de l'association et de continuer. Un plan de financement sur 5 ans, en gros, il faut rembourser 13 ou 14 000 € par an. Chronique a été, même si le résultat a été décevant, un point de départ et un nouveau point de départ pour la JLC, parce qu'à partir de ce moment-là, la JLC s'est retrouvée dos au mur. Et on a rebondi par d'autres manifestations, moins dangereuses, moins coûteuses. Des événements non seulement intéressants pour le public, mais rentables aussi pour la JLC. Pour pouvoir payer toutes les factures de nos prestataires, on avait essayé d'étaler un petit peu sur 1 ou 2 ans, de faire des échelonnements, de pouvoir rembourser notre prêt, qui était un prêt sur 5 ans, et puis, in fine, éventuellement, de pouvoir rembourser les apports que les membres de l'association avaient pu faire à l'époque. 65 000 €, on s'est dit voilà, on a 5 ans pour les rembourser. De ce moment-là, on est passé d'une logique d'association à une logique d'entreprise. J'ai commencé par des soirées, la soirée années 80, le réveillon, l'été dansant qu'on a mis en place aussi, et puis ensuite est venu le village d'Azragor. Voilà, en gros, comment était composé notre plan de bataille pour résorber ce déficit. Donc l'été dansant, on trouvait ça un peu surréaliste entre guillemets. On pourrait dire la JLC, Association Jeunesse et Loisirs de Chevroux, se lancer dans l'été dansant. On marche à l'envers. Mon équipe au départ, ils n'étaient pas trop chauds parce que moi j'ai voulu lancer l'idée d'été dansant parce que j'aime ça. Je trouvais que c'était une catégorie de gens qui étaient là aussi le dimanche, c'était leur sortie, ça marchait bien. Et ça pouvait être aussi un bon moyen de se faire un petit peu d'argent avec ces personnes-là, tout en leur donnant du plaisir, parce que le but n'était pas que de récupérer de l'argent, c'était aussi de se faire plaisir. Il fallait aussi qu'ils trouvaient un intérêt, mais une satisfaction personnelle aussi de participer à tout ça. En fait, ce sont de jeunes enfants. Quand on les voit virevolter sur la piste de danse,
on ne pense plus à leur âge. L'été dansant, moi, ça a été une révélation parce que franchement, de voir le 3e âge s'éclater comme ça, j'ai dit les jeunes ont des leçons à prendre. Moi, je me suis beaucoup amusée, moi qui suis presque un 3e âge, de voir le dynamisme des gens de 80, voire 90 ans et de voir le plaisir qu'ils prenaient à danser. Pour moi, c'est des bons souvenirs. Et là, les anciens, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Ouh là là, des petits jeunes qui vont faire danser des anciens, mais c'est génial !» Et c'est parti comme ça. Et on a organisé 3-4 thés dansants par an pendant 5 ans et ça continue. Alors Jo Musette n'est rien de plus qu'un jeune qu'on a aidé également à se lancer. Donc finalement, la JLC, on retrouve encore la notion de jeunesse. Le réveillon de fin d'année, alors là c'est pareil, on est parti sur l'idée d'un réveillon low cost au niveau du tarif, mais de qualité. Bon, les réveillons, on a prévu d'en faire 5. On en a fait 5, tous complets. Le concept était novateur. Et surtout, on a une idée de concept de faire le réveillon un réveillon low cost. C'est-à-dire qu'avec un réveillon qui a commencé à 38 € les premières années, on arrivait à faire un réveillon de qualité, aussi bien dans l'animation, dans ce qu'il y avait dans l'assiette, et en même temps toujours rentable économiquement. Donc c'était intéressant à tout point de vue. Alors c'est pareil, tout le monde était très investi parce que certains étaient à la musique, d'autres étaient à la cuisine. C'était vraiment un investissement complet que ce réveillon-là, plutôt que de le passer chez ses amis ou en famille, on le passait au niveau de l'association pour pouvoir faire de l'argent pour rembourser nos prêts. C'était un petit peu difficile à mettre en place puisqu'au départ, quand on se dit voilà, on va faire des réveillons, on va organiser un réveillon. Alors c'est bien, sauf que quand on est habitué à faire le réveillon les pieds sous la table et puis avec ses amis dans un endroit où c'est organisé, il faut après dire bon bah là on va plus mettre les pieds sous la table mais on va faire le service, être en cuisine, faire l'animation. Donc voilà, il faut déjà arriver à le mettre en place. Mais là encore, on était tous soudés et tous d'accord pour dire voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qui se fait pas trop dans le coin autour de chez nous. Moi, mon rôle était un petit peu plus sympa que la plupart des autres bénévoles. Moi, j'étais au platine, donc sur l'animation. Donc, je faisais la fête toute la soirée. Voilà. Alors, l'ambiance dans les réveillons, moi, j'étais à la cuisine et préparation des plats, des assiettes. C'était sympa, chacune tenait son rôle, chacune avait sa petite place et ça se passait bien. Moi, j'en ai un bon souvenir. Et avec une ambiance de feu. Juste avant le décompte de minuit, une musique un petit peu qui met la pression, qui monte de plus en plus. Mesdames, messieurs, H-1 minute. Et éclatement de bonheur, les cotillons. Voilà, un éclatement de bonheur à minuit qu'on ne peut pas reproduire chez soi en faisant une petite soirée entre amis. Qui explique qu'à chaque fois, la salle était pleine. C'était vraiment quelque chose de simple, mais à la fois bien organisé. Les gens aimaient beaucoup. D'ailleurs, ils réclamaient d'année en année pour revenir. On a fait également donc, la soirée des années 80, qui a marché également, animée aussi toujours par l'équipe de jeunes qui ont tout fait. Rétrospective des années, vidéos, clips, musique, tout quoi. Et on travaillait avec des traiteurs. Et nous, on était en cuisine parce que ça coûte quand même moins cher aussi que d'avoir des serveuses, des choses comme ça. Manifestation qui a bien marché. Toutes les soirées dansantes qu'on a fait, en général, que ce soit réveillon, années 80, les balles techno au tout début de la JLC, c'était une bonne tranche de rigolade à chaque fois. Le village d'Azragor est clairement, pour moi, la manifestation que j'apprécie le plus. Et qui est redondante tous les ans, qui revient. La fête médiévale, on se dit il faut qu'on la fasse avec un budget maîtrisé. Pourquoi maîtriser ? Enfin, maîtriser, ça veut dire il faut qu'on garde une qualité d'animation avec des troupes en nombre, des troupes de qualité, ce qu'on a toujours réussi à faire, et en même temps quelque chose qui soit économiquement intéressant pour nous, toujours dans cette idée de remboursement de différents prêts et autres.
Avec un peu moins d'engagement financier, on s'est un petit peu réservé pour éviter justement, on ne sait jamais, hein, on est toujours tributaire du temps dans ce genre de manifestation. Et c'est vrai que ça a bien marché et on a refait 1 année, 2 années, en modifiant à chaque fois. Le village d'Azragor, c'est également la manifestation clé avec des rencontres inattendues, notamment avec les médiévistes. Les troupes médiévales, sur les 5 années, hein, toutes celles qu'on a pu côtoyer ont été extraordinaires. D'humanité, d'implication, de passion, des gens intéressants. Ça a été une grande aventure. Finalement, on n'en retire que du bien de ce déficit de chronique, parce que ça a renclenché toute une série de nouveaux événements, de nouvelles rencontres, de nouvelles passions. Donc vraiment, on ne peut que les remercier, tous. Je ne vais pas les citer parce qu'ils se reconnaîtront, mais vraiment toutes les associations qu'elles soient, vraiment exceptionnelles. Et qui s'investissait aussi avec la JLC à 100%, c'est-à-dire en comprenant nos problématiques financières. C'est pas le cas de toutes les associations. Super agréable, le plan d'eau de Pont-de-Vaux. Je crois savoir que même les médiévistes disaient, je crois que c'est le site le moins médiéval qui existe, mais c'est le site le plus agréable qui existe. C'est vrai qu'avec des tentes, monter un village médiéval autour du plan d'eau, c'est absolument magnifique, quoi, voilà. Mon rôle principal, on va dire, ça a été de m'occuper de la clôture du site, comme beaucoup de monde, et puis de la décoration du site. Commençait d'être connu, j'irais presque à dire jusqu'au niveau national par les associations médiévistes. Donc on arrivait à renouveler un petit peu tous les ans diverses activités, mais je crois qu'on avait des animations intéressantes. Et tous les ans, le fait qu'on fasse, je veux dire, minimum 2000 entrées tout le week-end montre effectivement que c'est quelque chose qui marchait bien. Mon moment le plus fort, ça a été les aigles du Léman, qui étaient... C'était impressionnant, c'était majestueux, et puis en même temps on était tellement près des oiseaux, enfin bon c'était... Et moi j'étais à la buvette, moi, à faire des kilos de frites. Je crois que j'ai fait 800 kilos de frites en 5 ans. La dernière très belle manifestation qu'on a organisée, qui était le point d'orgue de notre plan de financement finalement, c'était un spectacle de rapaces en salle, les oiseaux du Père Noël. C'est un spectacle de Noël avec toute sa magie, toutes les oiseaux en salle, ce qui ne se voit pas déjà, et qui permet d'amener une belle fête de Noël aux enfants des écoles du canton et même extérieures. Jacques-Olivier Travers est quelqu'un de très passionné et il nous fait partager sa passion pour les oiseaux, pour les grands rapaces. Et c'est vraiment quelque chose de magique et des grands moments. Voilà, on a bouclé la boucle avec ce spectacle, notre boucle en tout cas financière. Et on arrive aujourd'hui, on peut le dire fièrement, on a remboursé l'intégralité du prêt. Tous nos prestataires ont été remboursés jusqu'au dernier centime. Et tous les apports, toutes les avances réalisées par les membres du bureau de la JLC ont été remboursés aussi jusqu'au dernier centime. Sur résumer la vie de la JLC depuis l'origine, je dirais qu'il y a eu 2 époques. Depuis l'origine 92 jusqu'à début des années 2000, je veux dire jusqu'à 2005-2006, on va dire des activités assez classiques, mais tout en étant quand même relativement innovant. Alors malgré toutes ces manifestations lourdes en gestion, en organisation, l'ambiance a toujours été bonne. Certes, on se disait les choses quand il le fallait, mais ça s'aplanissait et le dialogue et la bonne humeur reprenaient vite le dessus. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord et c'est ce qui fait la richesse, je pense, d'une organisation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail en amont que nous, on n'a pas connu spécialement à notre niveau. Les jeunes ont eu beaucoup de travail, beaucoup de soirées, des grands moments, des week-ends, ça je sais, sûrement même au détriment quelquefois de la vie familiale. La JLC est une association qui a pu faire plaisir à des familles, à des personnes âgées, à des enfants, à tout type de population, et à des enfants c'est encore plus merveilleux. En fait, la JLC depuis 1992, c'est pratiquement un engagement de cœur. Ça a été le point de départ d'une grande amitié avec Seb.
hors du commun. C'était les moments un peu particuliers. Des gens qui se seraient peut-être jamais rencontrés sans la JLC et des points de vue différents, mais malgré tout une unité, une homogénéité. J'ai trouvé que les gens s'entendaient bien, malgré ça ne va pas toujours tout seul. Et voilà, une équipe très dynamique et très innovante, je trouve. Pendant toutes ces années à la JLC, chacun a fait un parcours dans sa vie. Forcément, chacun a évolué. Moi, je me suis marié, j'ai eu des enfants pendant que j'étais à la JLC, donc ma vie a aussi changé pendant la JLC. J'ai découvert une véritable passion pour l'organisation en tout genre. Dans ma vie quotidienne, il y avait des petits points comme ça de la JLC qui étaient complètement différents de ce que je pouvais faire dans ma vie quotidienne. Moi, je peux dire un grand bravo, un grand merci à toute l'équipe. De voir nos enfants ensuite reprendre le flambeau, de les accompagner dans ces manifestations. Ça a été des grands moments de partage. Moi, je suis contente que la JLC ait continué. Des bonheurs éprouvés à chaque fois en voyant les gens. Pour moi, c'est une famille. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours très bien marché. Et pourquoi pas sur d'autres projets. Des souvenirs, il y en a plein. La JLC, pour moi, c'est l'outil qui a permis de concrétiser des rêves. On voit les gens sourire, on voit les gens s'amuser. Et je pense que je peux leur dire merci. Merci, un grand bravo. Et ça restera marqué à jamais. Aider la JLC à réaliser ces manifestations, c'est du bonheur, à l'état pur. On ne se force pas. La JLC, pour moi, ça a été une occasion d'avoir une vie riche parce que c'est vrai que la vie n'est pas toujours très drôle et c'était quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel. De faire un petit bal musette, de faire un bal techno avec des lumières dans tous les sens, de faire Chronique, de faire Azragor, de faire Les Oiseaux, de faire plein d'autres événements, les compétences et le champ des compétences est très très large. Une équipe, je dirais, une famille. L'événement dont je me rappellerai toute ma vie, c'est la naissance d'Azragor. C'était encore une fois une parenthèse. Je suis très heureuse, même en tant que bénévole, à ma petite hauteur, à ma petite limite, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et parce que la JLC, c'est la JLC. Et personne ne fera ce qu'a fait la JLC et ce que fera la JLC. Une randonnée nocturne, ça n'existait pas. Les vides-greniers de l'Ascension, ça n'existait pas. Il y a un certain nombre de choses qu'on a inventées, entre guillemets, qu'on a mis en place. C'est 15 ans de bonheur, de joie, de frayeur, de cheveux blancs, de nuits blanches, mais de rencontres passionnantes, techniques, émotionnelles. Tous les adjectifs peuvent rentrer finalement dans cette expérience d'AJLC parce qu'on y a vécu des choses que peu de monde finalement peuvent vivre et c'est même plus qu'une parenthèse dans une vie, c'est une partie intégrante, en tout cas pour ma part. Mais je resterai quand même sur quelque chose que souvenir qui m'a marqué, c'est quand on est venu me voir, c'est quand Anthony est venu me voir pour démarrer. Ça a été vraiment le démarrage de la JLC et des jeunes de la JLC. Pour moi, c'était le début, avec tout ce qui en a découlé derrière, les spectacles, les créations de spectacles. Je trouve que pour moi, c'est extraordinaire que des jeunes à 14, 15 ans aient des idées comme ça. Et je dis chapeau, chapeau. Moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Mais la JLC est toujours là pour les jeunes. Et j'espère qu'il y aura d'autres jeunes qui feront la même chose que mon équipe. J'espère.